Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Cette semaine, je vais vous proposer un épisode un peu particulier avec un petit disclaimer, c'est que je vais peut-être pleurer à un moment pendant l'enregistrement. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Lucille, les auditeurs et les auditrices du podcast le savent. Je suis sur un parcours de PMA et je me suis dit qu'avec tout ce que j'avais traversé ces dernières semaines dans le cadre du dit parcours, c'était le moment d'en parler. Donc si jamais vous rencontrez des problèmes de fertilité, ce genre de choses, que vous êtes sur des projets bébés, que les discussions un peu déprimantes peuvent vous faire mal au moral, je suis obligée de vous déconseiller cet épisode parce qu'on va aborder des sujets qui sont pas fun. On va pas aborder des questions de fausses couches parce que c'est pas de ça dont il s'agit, je préfère le mettre tout de suite. Mais en fait, on va parler d'un petit peu tout ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer mon parcours de PMA il y a 3 ans maintenant, parce que ça va bientôt faire 3 ans que je suis là-dedans. C'est un bon titre d'ailleurs, tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans la PMA. Et vraiment, la première chose que j'aurais voulu savoir, c'est que ça prendrait autant de temps. C'est con parce que vraiment, tout le monde nous l'a dit, les parcours de PMA, c'est long. Mais plus dans le sens où y a en fait très peu d'hôpitaux qui font ça en France, très peu de cliniques. Ça commence à se démocratiser, il y en a de plus en plus, il y a des places qui ouvrent en permanence. Mais à l'époque où nous on a commencé, il y a 3 ans, donc c'était en 2023, la loi bioéthique venait de passer, 1 an plus tôt. Et du coup, il y avait seulement 5 ou 6 centres en France où on pouvait faire ça. On en a contacté 3 avec ma compagne. Et c'est un des autres problèmes auxquels on n'avait pas pensé quand on a commencé notre parcours. C'est que dans les 2 premiers, on a subi immédiatement de l'homophobie et de la transphobie. Ça, c'est une autre chose qu'on aurait voulu savoir. On se disait, la loi bioéthique a été faite pour que les couples, notamment de lesbiennes, et les personnes trans puissent avoir accès à la maternité, à la parentalité plus facilement. Il s'avère que dans pas mal d'hôpitaux, que je ne citerai pas ici parce que je n'ai pas envie de me prendre un procès pour l'instant, c'est pas si facile. J'ai notamment eu un rendez-vous téléphonique avec un secrétariat qui m'a dit, au sujet de ma femme, puisque madame était monsieur avant, pourquoi est-ce que vous faites pas papa dans maman comme tout le monde ? Sympa l'appel téléphonique. Voilà, charmant. Et du coup, ça vous a fait faire un tri ? Ça nous a fait faire un énorme tri et en fait, on a découvert au fur et à mesure de notre parcours qu'à chaque fois qu'on avait des rendez-vous médicaux, les soignants étaient très au courant de tout ça. Au courant de la grossophobie et de l'homophobie ? De l'homophobie et de la transphobie principalement. C'est-à-dire mais genre que... ok ? Alors non, pas forcément ok justement. Dans le cadre du parcours, j'ai eu plein de rendez-vous donc à l'hôpital, certes là où je suis suivie, mais j'ai aussi eu des prises de sang à faire en labo, des dépistages, des échographies, une IRM, enfin plein de choses un petit peu intenses. Des trucs que tu fais en ville, comme on dit. Des trucs que tu fais en ville, voilà. Et à chaque fois que j'expliquais aux soignants qui me prenaient en charge que j'étais en train de faire un parcours de PMA avec une femme trans, ils m'ont tout de suite répondu « Oh, surtout n'allez pas dans tel hôpital ». Ou « J'espère que vous n'êtes pas suivi dans tel hôpital ». Pour vous dire, je suis même allée au CEGID, donc le centre de dépistage de l'hôpital en question, et ils m'ont dit « J'espère vraiment que vous faites pas votre PMA chez nous ». D'accord. Est-ce que, donc toi tu dis c'est une info que t'as quand t'es déjà dans le parcours, c'est-à-dire quand tu parles aux soignants. Ouais. Est-ce que c'est des infos que t'aurais pu avoir avant ? Est-ce qu'il y a des endroits où tu peux avoir cette info ou pas du tout ? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est l'une des autres choses qu'on a découvert avec ma femme en faisant notre parcours. On est un cas très rare, c'est-à-dire qu'il y a très peu de couples avec une femme cis, moi en l'occurrence, et une femme trans, ma compagne, à faire des PMA pour l'instant. Notamment parce que c'est pas légal depuis très longtemps, que y a des tas de choses juridiques. Déjà, on le sait, il y a faire, très peu de personnes trans en France. Oui, en plus. Et des personnes. Donc, imaginons ce petit chiffre de personnes trans qui, en plus, feraient des PMA. Surtout qu'en fait, il y a tout un processus avant. Il faut faire une conservation de gamètes parce que les hormones rendent stériles. Donc, voilà, il y a plein de personnes qui auraient pu vouloir des enfants, mais qui n'ont pas fait ce processus avant. Alors, il y a les cas dont on parle souvent à la télévision, dans des reportages et tout. C'est parfois des couples où les 2 personnes sont trans. Oui. Et où je pense à un couple en particulier, ça doit être toujours le même en réalité, qui est tout le temps interviewé, parce qu'il ne doit pas y en avoir des milliards non plus, qui ont arrêté leurs hormones pour faire leur enfant
du coup, de façon, j'allais dire, classique, il me semble. Bah là, on a le cas avec des copines qui, en ce moment, sont en train d'arrêter leurs traitements hormonaux, justement, pour faire leur conservation de gamètes. Ce qui a plein d'autres problèmes, parce que ça fait remonter les symptômes dépressifs, la remontée de la testostérone crée plein de problèmes. Tu dois arrêter combien de temps, juste pour des questions pratiques? C'est pas clair, parce qu'il n'y a aucune étude qui est faite sur le sujet. Donc, d'après celles qui ont fait des expériences, c'est minimum 3 mois. Mais ça veut dire 3 mois où, globalement, tu détransitionnes médicalement parce que tu peux plus prendre ton traitement, tu recommences à avoir des poils qui poussent, tu recommences à avoir la testostérone qui remonte. Ah, excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que, du coup, ça nique tes effets du laser, par exemple? Ça peut. Ok. Ça peut. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut réfléchir en amont. Voilà, ça change ton odeur corporelle, ça change plein de choses dans ta physiologie. En 3 mois seulement? En 3 mois seulement, même en quelques semaines, en vrai. Ouais. D'un niveau psychologique et mental, ça peut créer des énormes symptômes dépressifs. Et est-ce que les gens sont suivis quand c'est comme ça? Ou est-ce que tu te démerdes artisanal? Il y a déjà tellement peu de suivi médical pour les transitions de genre en France que... il y a tellement peu de médecins qui sont au courant de comment ça fonctionne et qui te donnent des vrais conseils avec des vrais bons dosages. En vrai, c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde avec une personne concernée, parce que moi, j'ai juste l'expérience de ma femme par rapport à tout ça et des personnes de mon entourage, mais c'est un vrai sujet sur lequel il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que pour la PMA, le cas des femmes trans reste très marginal, à tel point que nous, dans l'hôpital où on est suivis, on est les premières. Et on est 5 ou 6e en France. Ah ouais. J'allais te demander si tu avais des chiffres vraiment, mais en fait, oui, c'est dingue. C'est vraiment les prémices, en fait. T'es en train de marcher sur la Lune, quoi. Encore une fois, la loi bioéthique est très récente. Donc, il y a eu des cas de couples qui ont fait des PMA à l'étranger, mais en France, on est encore très marginal. À tel point qu'on a eu plusieurs accidents de parcours. Notamment, nous, notre première tentative de PMA, elle remonte à il y a 1 an. Donc, il y a 1 an, à la même période, moi, j'étais en train de prendre des hormones dans le but d'une insémination. On m'a appelé la veille de la date de mon insémination pour me dire « Arrêtez tout, on annule tout, il manque un papier à votre dossier ». Et en fait, comme notre dossier il est un peu particulier parce que c'est madame et madame, mais techniquement, on utilise les gamètes de ma compagne qu'elle avait conservées en amont. Donc... Mais du coup, il y a un truc dans la loi française qui dit que la seule personne qui peut être considérée comme la mère de l'enfant, c'est celle qui accouche. Et comme on utilisait les gamètes de ma compagne, ils se sont pas dit qu'il manquait un papier dans notre dossier. En fait, il fallait qu'elle fasse une reconnaissance anticipée de filiation, qui est un processus qui en fait lui permet de dire s'il y a un enfant qui est fait dans le cadre de cette PMA, c'est à moi. C'est le cas quand t'es enceinte de manière classique. Ça s'appelle la reconnaissance sur le ventre. Ouais. Et du coup, c'est le père qui va à la mairie avant l'accouchement pour dire c'est bien moi le père. Et comme ça, le bébé qui va naître, il est déjà pré-reconnu. Mais ça, tu peux pas le faire si t'es une femme. C'est-à-dire que nous, on pouvait pas attendre que je sois enceinte pour le faire. Non, ça peut être fait que si t'es sur un couple hétérosexuel, basico-basique. Et si on l'avait pas fait, en fait, il aurait fallu que ma femme fasse une procédure d'adoption pour un enfant qui a été conçu avec ses propres gamètes. Du coup, t'as dit au début de l'épisode que ça faisait 3 ans que votre parcours il avait commencé, et là tu viens de dire que ça fait 1 an que t'as commencé la stimulation, on dit stimulation ovarienne, pour pouvoir faire une insémination. Il s'est passé quoi entre les 3 ans et il y a eu un trou, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que en 2023, on a déposé notre dossier pour faire une demande de PMA. On a pris les contacts avec les premiers hôpitaux. Ça a pris déjà plusieurs semaines à obtenir des réponses, des premiers rendez-vous. Les 2 premiers hôpitaux avec lesquels on avait été en contact, on s'est pris de la transphobie et de l'homophobie, donc on a dit c'est mort. On a trouvé un hôpital où on était vraiment bien, où on est vraiment très très bien suivi. On a envoyé notre dossier, on a reçu un petit mail qui nous dit attention, ça peut prendre 3 à 6 mois pour traiter les dossiers parce qu'on a énormément de demandes. C'était l'époque où, encore une fois, il y avait 5 hôpitaux en Ile-de-France qui le faisaient. Donc, alors, quand on dit énormément de demandes, c'est des demandes de tous les profils. Oui, voilà. Ce qu'on a dit, c'était qu'effectivement, votre profil était particulier. Notre profil à nous, les couples de lesbiennes, les PMA en solo. Les gens hétéros aussi. Les couples hétéros qui ont des problèmes de fertilité. Donc, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de fertilité. Donc, du coup, c'est ça qui bloque, mais un peu le système, quoi. C'est ça qui ralentit beaucoup le système. Donc nous, et puis en plus, on sait que ce genre de service, ça ferme en été. Donc on savait qu'on n'allait pas avoir des informations tout de suite. On a déposé notre dossier en avril-mai. On a eu une réponse en septembre.
pour nous proposer un rendez-vous en janvier. Ok. Un premier rendez-vous donc en janvier. déjà, tu prends 9 mois dans la gueule. Voilà, donc déjà, ça a pris un peu de temps. Ensuite, on a eu l'autre facteur qui était celui de la grossophobie. C'est-à-dire que moi, ils m'ont dit « Ok, on veut bien que vous fassiez une PMA, mais il faut que vous perdiez X nombre de kilos parce que votre IMC dépasse le cadre de ce qui est autorisé en France. » Alors, est-ce que c'est légal, ça, d'obliger un IMC pour faire une PMA ? Malheureusement, pour l'instant, oui. Il y a plein de médecins qui sont pas d'accord avec ça. Moi, à un stade, ma gynéco m'a dit « Vous savez quoi, on va me mentir. » Enfin voilà, vous êtes à 1 kilo près, on va mentir. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'IMC qui est recommandé ou la fourchette ? J'ai plus le chiffre en tête exact, mais on pourra le mettre en commentaire ou en note. Surtout que je sais que en fait, il y a beaucoup de demandes pour que la législation évolue là-dessus. Bien sûr. Du coup, je sais pas si c'est le cas. Mais du coup, j'ai eu droit à tous les trucs assez sympas. J'ai passé une journée en hôpital de jour à passer différents tests médicaux pour vérifier que tout allait bien à ce niveau-là, où j'ai dû assister à un groupe de parole sur apprendre à manger sainement. Oh, putain. Des choses qui sont quand même assez infantilisantes. J'ai eu des prises de tête avec des médecins nutritionnistes qui ont essayé de me mettre sous Ozempic, qui n'est pas compatible avec les TCA, sur lequel, selon moi, il y a trop peu de recul, et en plus qui n'est pas compatible avec la grossesse. Donc ça veut dire que j'aurais pris ça pendant quelques mois, et ensuite il aurait fallu arrêter. Bref, donc il y a eu tout ça. Après, tu dis ça, je fais une micro-parenthèse. Moi, je suis suivie à l'hôpital à Cochin pour une maladie qui va rester. Et j'ai pas trop de problèmes de grossophobie avec les médecins qui me suivent, voilà. Mais au début de mon parcours médical avec eux, il y a eu dans le parcours une obligation que je voie une nutritionniste, parce qu'il y avait écrit obèse dans mon dossier. Et donc, j'ai vu une nutritionniste qui était très mauvaise, qui était atroce, qui me disait mangez 2 amandes dans l'après-midi si vous avez faim. J'étais là genre non. Et du coup, le nutritionniste, il y a eu la proposition de l'Ozempic aussi. Alors que moi, j'ai une maladie grave, donc en plus, j'ai une maladie qui fait que j'ai un traitement, et donc du coup, on me propose l'Ozempic de me rajouter un traitement par-dessus. Enfin, genre, on est sur des trucs qui même vont à l'inverse de la médecine, quoi. Moi, donc, je suis tombée sur une médecin qui m'a dit si vous n'avez pas le temps de faire 45 minutes à 1h30 de sport par jour, c'est que vous n'avez pas le sens des priorités. C'est ça. Limite, t'as pas le temps d'avoir un enfant non plus, quoi. Voilà. C'est terrifiant. Donc, d'accord. Donc, en fait, il y a quand même un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, rien n'est simple quand tu rentres dans l'hôpital public. Oui. Quand tu sors de l'espèce de norme qui, en plus, est extrêmement arbitraire, parce qu'on sait, l'IMC, c'est vraiment de la merde, de poids. Voilà. Donc, ils ont un truc qui s'allume sur leur ordi qui dit personne en situation d'obésité. Et après, tu te retrouves à rentrer à devoir faire des rendez-vous extrêmement pénibles. Moi, je les ai faits parce que c'était obligatoire. Enfin, en gros, on m'a pas laissé le choix. Oui, moi non plus, on m'a pas laissé le choix. Et ça n'a servi à rien, ça n'a rien changé. C'était juste pour dire que je les avais fait. Donc voilà. Donc je comprends complètement. Et donc en PMA aussi, ils font chier avec ça. Donc il y a eu ça. Il y a eu ensuite tous les examens médicaux pour vérifier que je n'avais pas de problème de fertilité. Oui, mais ça c'est normal. Donc ça c'est normal. Et là j'aurais voulu qu'on me prévienne que c'était douloureux. J'ai passé un examen dont je me rappelle plus exactement le nom, mais qui en gros consiste à suivre le trajet entre l'utérus et les ovaires avec un liquide de contraste. Ok. Qui s'appelle une hystéro spino machin truc. J'ai découvert qu'en fait maintenant il y avait de plus en plus de soignants qui militaient pour que ce soit fait sous anesthésie. Ça va faire vraiment très mal si même ils militent pour ça, parce que généralement ils te disent souvent quand ils disent oh ça va être un peu désagréable, c'est que c'est douloureux sa mère. Donc s'ils disent qu'il faut mettre une anesthésie, c'est que ça va faire vraiment très mal. Bah, pour vous expliquer un petit peu la situation, j'avais donc un cathéter dans l'utérus qui m'a injecté du liquide, du gel et de l'air, je crois. Le tout avec le God Camera là, qu'on utilise pour les échographies pelviennes, plus un autre appareil d'échographie au niveau du ventre. Avec lequel il devait appuyer en plus comme des bâtards. Avec 3 médecins qui appuyaient à différents endroits de mon ventre tout en me probant avec le truc. Et ça, du coup, ça c'est un examen qui est obligatoire pour toutes les personnes en PMA ? Ouais, en PMA, ouais. Ok. Je suis pas quelqu'un de douillette, je suis pas quelqu'un d'extrêmement sensible à la douleur. C'est la première fois de ma vie que je pleure et que je crie de douleur sur une table d'examen. Je suis désolée d'entendre ça. Ça a été un cauchemar, j'ai pas pu marcher pendant quasiment 2 jours après ça. Parce que j'avais le col de l'utérus complètement irrité, je pouvais plus m'asseoir en tailleur, je pouvais plus croiser les jambes, à chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était un enfer.
Vraiment, ça a été... encore aujourd'hui, c'est un vrai traumatisme pour moi, cet examen. Bah, j'imagine, ouais. À tel point que je me suis dit, et j'en ai parlé avec ma femme, que si je devais repasser cet examen pour avoir un deuxième enfant potentiellement plus tard, c'était mort. Alors, ma question, c'est du coup, quand tu refais une deuxième PMA après une première PMA, ils repartent de zéro? Je sais pas. Ils te refont tout le process? Je sais pas, parce que ça veut dire prendre de l'âge, donc potentiellement avoir encore des problèmes de fertilité différentes. Puis surtout, j'imagine que quand tu fais ces examens, donc tu souffres ta race, et en plus, t'as ce truc de tu sais pas quel va être le résultat. Donc j'imagine qu'il y a des femmes qui doivent faire cet examen et avoir des mauvaises nouvelles après. Moi, j'ai une question là-dessus, c'est est-ce que t'as l'impression, alors tu vas me dire non, je sais que tu vas me dire non, t'as l'impression que c'est correctement encadré la question de la santé mentale et du care vis-à-vis des soignants quand ils annoncent des choses horribles? Eh ben écoute, à l'hôpital auquel je suis suivie, absolument. Okay. Ça a vraiment été ma plus grande surprise. Déjà, j'ai la chance d'avoir des médecins et une équipe médicale avec des infirmières qui sont d'une bienveillance incroyable, qui sont toujours de bonne humeur, qui t'expliquent les choses clairement, qui te les réexpliquent s'il y a besoin, qui sont souriantes, qui te tiennent la main quand elles ont des choses difficiles à te dire. Okay. Ça a été un truc que j'aurais aimé savoir aussi avant et qui fait partie des bonnes surprises. C'est que les médecins sont vraiment, en tout cas dans l'hôpital où je suis suivie, ils sont vraiment dans mon camp. Ils m'écoutent. À chaque fois qu'ils m'annoncent une nouvelle, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'un suivi psychologique. Parce que du coup, moi, j'en suis à ma 4e tentative qui n'a pas fonctionné. Mais ça, on y reviendra. Mais à chaque fois, du coup, j'ai eu des propositions de soutien psychologique. Il y a des affiches sur les questions de santé mentale de partout. Ils me demandent à chaque fois comment je vais. Enfin voilà. Bref, c'est quelque chose de... Est-ce que c'est un truc que toi, tu conseillerais comme un truc quasiment obligatoire d'avoir un suivi psy en dehors? J'estime que c'est pas obligatoire. Moi, je n'ai pas de suivi psy à côté. Ok. J'en ai eu un au début et puis j'ai arrêté parce que pour de multiples raisons qui sont très personnelles. Mais je pense que ça peut servir en tout cas d'avoir un bon entourage et d'être très honnête avec son entourage sur ce qu'on va traverser. C'est aussi pour ça que cet épisode il est important pour moi parce que c'est des choses que j'avais pas nécessairement lues dans les parcours de fertilité. Et j'ai des copines qui ont fait des FIV, qui ont fait des inséminations et elles sont toutes tombées enceintes du premier coup. Donc du coup, alors que statistiquement, il faut le dire, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire vraiment la majorité des cas, il y a, c'est quoi, c'est de l'ordre de, t'as 30% de chance. Ouais, c'est ça. Donc et encore un peu moins, entre 23 et 30. Donc elles ont eu beaucoup de chance. Tant mieux, vraiment, félicitations. Mais en réalité, tu tapes beaucoup d'échecs, quoi, statistiquement. Et, voilà. Et moi j'ai une question, est-ce que tu as l'impression qu'entre femmes qui le font, il y a, parce que ça dépend des cas. Tu vois, tu parlais, on parlait des cas des fausses couches. Globalement, il y a assez peu de soutien entre femmes parce qu'on estime qu'il y a des trucs qui sont de l'ordre de la vie, du naturel et tout. Puis tout le monde est très occupé. Est-ce que tu as l'impression que dans la cadre de la PMA, il y a quoi? Il y a des groupes de parole, il y a des femmes qui en parlent entre elles? Il y a des groupes de parole auxquels je suis personnellement pas allée pour l'instant. Mais en fait, moi, je le vois rien que dans la salle d'attente. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire un nouveau round d'insémination, c'est 4 à 5 rendez-vous où je vais avoir des échographies, des prises de sang, donc que je dois aller à l'hôpital. Et c'est toujours un petit peu les mêmes têtes qu'on va voir dans cette période-là, dans la salle d'attente. Et même, malheureusement, d'une période à l'autre. C'est-à-dire que à chaque fois que je reviens pour une nouvelle insémination et que je vois un visage que je connais déjà dans la salle d'attente, c'est un peu triste. On échange un regard et on se dit toi non plus ça n'a pas marché, t'inquiète, on est ensemble. Et il y a beaucoup de soutien là-dedans, sans forcément que ce soit dit, parce que c'est des rendez-vous qui sont à 6h du matin. Hein, donc c'est l'heure à laquelle personne n'a envie de se parler. Mais c'est des regards, c'est des vas-y, assieds-toi à côté de moi. Voilà, c'est vraiment juste une présence de on se comprend, on est en train de tout traverser la même chose. Et c'est une sororité qui fait beaucoup de bien. Pourquoi c'est à 6h du mat? Parce que je ne sais pas. Je pense que c'est pour des questions d'organisation. En gros, dans l'hôpital où je suis suivie, les rendez-vous médicaux pré-PMA, entre guillemets, donc tout ce qui va être prise de sang, échographie et tout, c'est avant 9h du matin. Et ensuite, les rendez-vous pour les inséminations, c'est à partir de 9h du matin. Donc je pense que c'est pour permettre aux médecins d'échelonner leur journée et de pas non plus finir trop tard. Et surtout que c'est pour pas trop handicaper les personnes qui travaillent aussi. Oui, parce que ce que tu dis ça, c'est que cette espèce de parcours médical qui prend un temps dingue avec beaucoup de rendez-vous. Et là, t'en as pas encore trop parlé, mais en réalité, la stimulation, donc c'est des injections artificielles pour pouvoir relancer plus de stimulation de stimulation des ovaires pour faire plus d'ovocytes. C'est un truc qui
que tu sens passer dans ton corps. Ça fait ça fait un effet qui est quand même. Je vais venir après sur ça. J'essaye de rester un peu sur un. Pardon, dans mais du coup, oui, c'est-à-dire que les gens font ça en parallèle de travailler. De personnes qui ont parfois déjà des enfants, qui ont des familles à gérer, qui sont parfois aidantes de personnes. Donc faut être une vraie warrior pour faire ça. Faut quand même le dire. Moi, j'ai un respect, mais immensissime pour les femmes qui font ce genre de parcours et à fortiori plusieurs fois, parce que cumuler ça avec la vie. Déjà que la vie, ça nous roule dessus, mais alors là... La dernière étape qu'on a eue, du coup, donc je disais tout à l'heure que notre première insémination a été annulée à la dernière minute parce qu'il manquait un papier. C'est une des autres choses que j'aurais voulu savoir, c'est tout l'aspect administratif que ça demande. Nous, on a un dossier qui est épais comme ça, avec tous les comptes rendus médicaux, les examens, les tests, les formulaires qu'on a dû remplir. Et il y a aussi, donc, du coup, des choses à faire qui sont notariées. Dont notamment la fameuse reconnaissance anticipée de filiation qu'on a dû faire. Ça, c'est au notaire, Et ça, il faut que ce soit notarié, donc ça a un coût. Je crois que dans mes souvenirs, on a payé 250 balles, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas négligeable. Donc même dans l'hôpital public, le parcours PMA, ça coûte de l'argent. Voilà. Et en fait, nous, on a appelé notre notaire. On lui a dit bonjour, on a besoin de ce papier, et vraiment, on a eu un c'est quoi ? Parce que, encore une fois, les parcours de PMA sont très récents. Du coup, les reconnaissances anticipées de filiation, c'est quelque chose qui est récent aussi. Notre notaire a dû trouver un confrère qui en avait déjà fait une dans le sud de la France, dans un autre hôpital, pour savoir exactement quels étaient les textes de loi qu'elle devait utiliser. Donc ça a pris du temps aussi. Mais ça, c'est dans les cadres de couples de femmes. Dans les cadres de couples de femmes. Dans les cadres de couples hétéros, ils n'ont pas besoin de le faire. Non, parce que du coup, dans les cadres de couples hétéros, le papa peut aller reconnaître l'enfant directement à la mairie. Mais dans les cadres de couples de femmes, c'est obligatoire. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est le nombre de prises de sang et d'échographies que j'allais devoir faire. J'ai fait un petit calcul. Donc là, ça fait 1 an que j'ai commencé vraiment le parcours avec les prises de sang, les échographies, les injections. J'ai fait une 40aine de prises de sang. Faut donc presque une par semaine. Et en échographie ? Et en échographie, une 30aine. Ah, je peux vous dire que j'ai plus peur d'aller chez le gynéco. Maintenant, j'arrive dans la salle, j'enlève ma culotte et je n'ai plus aucune pudeur à ce niveau-là. J'imagine que c'est de l'écho interne en plus. C'est une échographie pelvienne. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que à 7h du matin, on t'enfonce une caméra dans la chatte, clairement. Il n'y a pas de moyen plus glamour de le dire. Encore une fois, j'ai de la chance, mon équipe médicale est absolument adorable, elle vérifie que je suis confortable, elles me mettent un petit drap sur les cuisses, elles me demandent si elles peuvent y aller, elles y vont doucement, etc. etc. Mais ça veut dire que dans les périodes avant de faire une insémination, pendant 3-4 rendez-vous, donc qui s'étalent sur 10 à 15 jours, je vais avoir des prises de sang et des échographies tous les 3 jours. Oui, puis pareil, c'est un temps... tu te lèves plus tôt, tu y vas. C'est ça, l'hôpital est à 1 heure de chez moi. Donc du coup, je pars de chez moi, il est entre 5h et 5h30. J'arrive là-bas à 6h30. Le temps que je fasse la queue, que j'attende mon tour, je passe. Je rentre chez moi, il est 10h. Ouais, donc c'est quand même... Donc c'est assez intense. Et ça, tu l'as fait 3 fois 4 fois. 4 fois pour 3 inséminations qui du coup n'ont pas fonctionné. La partie injection dont tu nous parlais. Pour la PMA, moi pour l'instant j'ai fait que la partie insémination, je vais passer sur une FIV bientôt normalement. C'est 4 à 5 jours d'injection qui vont stimuler la production ovarienne et qui vont déclencher l'ovulation. Donc c'est le truc qui va tuer votre calendrier social, clairement, parce que c'est des injections qui doivent être réfrigérées et qui doivent être faites à heure fixe. Les miennes étaient à 19h30, je crois. C'est toi qui choisis l'heure ou ils te disent... Non, c'est entre 19h30 et 21h. Donc du coup, ça veut dire que il faut que tu sois rentré chez toi une demi-heure à l'avance parce qu'il faut que le produit soit sorti du frigo une demi-heure à l'avance, sinon ça fait froid, ça fait mal sa race quand tu t'injectes un produit froid, c'est vraiment pas fun. Je l'ai fait une fois parce que j'avais oublié de sortir le truc, je me suis dit ah non t'inquiète c'est bon. Et en fait non c'est pas bon, c'est vraiment pas agréable. Alors pour le coup, moi j'ai de la chance, j'ai pas peur des aiguilles, donc ça va. C'est en aiguille ou c'est en stylo ? Et j'ai les deux. J'ai eu les deux. Au début, c'était en stylo, maintenant c'est en aiguille. On vous dit vite fait ce que c'est qu'un stylet. Un stylo, c'est une sorte de tube dans lequel il faut juste appuyer sur un bouton. Voilà, c'est ça. Et ça t'injecte. Et en fait, du coup, tu ne vois pas
l'entrée de l'injection, tu appuies juste sur le bouton, c'est moins engageant. C'est moins engageant qu'une aiguille, t'as moins la main qui tremble, c'est assez pratique, ça ressemble un petit peu à ce qui est utilisé pour l'insuline, notamment pour les diabétiques, ou pour les personnes qui ont déjà utilisé des épipènes, par exemple, ça fonctionne un petit peu sur le... Mais c'est un peu conseillé aussi quand t'as pas été formé, que t'as pas, voilà, moi tu vois pas d'infirmière, tu fais ton truc toute seule, c'est pas mal. Ah, et puis alors en plus c'est d'une telle praticité, t'as juste besoin de visser l'aiguille dessus avant. C'est des petites aiguilles qui font ça de hauteur à peu près, voilà. Moi, maintenant, je peux faire le truc en 25 secondes. Alors vraiment, en plus, moi, je suis une mauvaise élève là-dessus parce que j'ai pas non plus envie que ça me flingue totalement ma vie sociale. Donc du coup, quand je suis sur ma dernière dose et que je sais que j'ai pas besoin de remettre le produit derrière au frigo, je l'emporte dans un petit sac congélation avec des petites poches congélation. Je me suis injectée dans les toilettes d'un bar, je me suis injectée dans la voiture d'une copine. C'est pas forcément je suis pas sûre que le médecin serait ravi de le savoir, mais je me suis désinfectée, promis, j'ai fait attention. Et tu l'as fait surtout. Et je l'ai fait. Et je pense que c'est important de le dire pour les gens qui ont l'habitude de s'injecter, ou même, je pense que c'est le cas pour les diabétiques aussi. C'est qu'en fait, après, t'essayes de composer avec ta vie. Bah, c'est ça. Et tu fais ce que tu peux, quoi. Et donc, du coup, moi, je shame pas parce que moi, j'ai un traitement par injection et réfrigéré aussi. Et du coup, vraiment, on fait comme on peut et puis c'est tout. Moi, je décale parfois de un jour, voilà, parce que t'as pas le choix. Plutôt que d'emmener mon petit sac Picard, voilà, avec mes frescales dedans et mon truc. Et bah, écoute, sache que moi, en pharmacie, ils m'ont donné un tout petit sac congélation pile pour la taille de mes stylos injectables. Là, je note cette information. C'est assez pratique, vraiment. Le truc est plus petit qu'un ordinateur. Ça prend pas de place. Dedans, t'as juste la place de mettre un pain de glace et ton matériel d'inject. C'est assez pratique. Je note cette information. Et puis, moi, j'ai une question de personnes moi, je m'injecte toutes les 2 semaines depuis des années. Il y a un moment, moi, il y a des phases où j'en ai marre de m'injecter, où mon corps n'a plus envie que je me pique. Alors, est-ce que toi, tu as ressenti ce truc-là ou pas? Je l'ai pas eu parce qu'à chaque fois, c'est vraiment sur des rounds de 4 à 5 jours, donc ça va. Non, moi, je suis arrivée à un stade où mon corps refusait les prises de sang. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on dit pas. Moi, j'ai jamais eu peur des prises de sang. Je suis une habituée du don du sang aussi. Donc, globalement, j'ai des veines qui sont assez faciles d'accès. Mais plus tu te fais piquer, plus tu as du tissu cicatriciel qui apparaît au niveau des veines. Et du coup, plus tes veines sont difficiles à piquer. Normalement, c'est quelque chose qui arrive notamment aux usagers de drogue en forme d'injection. Mais c'est pour ça qu'ils changent de lieu d'injection. Voilà. Parce que du coup, moi, je dois faire des dépistages réguliers dans le cadre de la PMA. J'ai les prises de sang qui sont pour savoir si je suis enceinte. Les prises de sang pour connaître mes taux d'hormones avant une insémination. Donc du coup, j'en ai fait énormément. En plus des éventuels trucs de santé que j'ai pu avoir de mon côté. Donc en fait, je sais que par exemple, c'est de plus en plus difficile de me piquer dans le bras gauche parce qu'en fait, mes veines, elles se cachent. Et vraiment, je pense que j'étais arrivée à un stade où mon corps avait dit un peu, genre, on a besoin d'une pause là. J'avais tout le temps mal au niveau du col de l'utérus à force des échographies. J'avais tout le temps, à chaque fois qu'on me faisait une prise de sang, je me retrouvais avec des œdèmes parce que ça faisait des bleus, alors que vraiment, je suis pas quelqu'un qui fait des bleus sur les prises de sang, surtout quand elles sont bien faites. Et ça, pour le coup, vraiment, c'est génial. Les infirmières vraiment de l'hôpital qui me suivent. Je sais qu'il y en a certaines qui écoutent ce podcast. Vous êtes formidables. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes d'une délicatesse incroyable et d'une bienveillance incroyable. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Et de toute façon, toutes les personnes de région parisienne qui peuvent avoir besoin de faire une PMA, n'hésitez pas à venir dans mes messages et je vous dirai dans quel hôpital il faut aller. Parce que mon équipe de soignantes, c'est la meilleure. Ma gynéco est absolument incroyable. Les étudiantes en médecine sont formidables. Les infirmières, les infirmiers sont hilarants. Très professionnels. Donc voilà. Là, tu étais en train de raconter cette espèce de passage hyper médicalisé finalement. La sexualité, elle en est où là? Alors, moi, ça allait sur la plupart du parcours. Faut savoir que dans le traitement hormonal, donc j'ai une partie où on m'injecte des hormones, ça me met dans un état. Je me suis tapé des pics de libido. Moi, je suis pas quelqu'un qui a une libido qui est extrêmement forte à la base. Ça me va très bien comme ça. J'ai une libido qui est ok tiers. Je me suis tapé, notamment quand je prends la progestérone après une insémination. Ma libido, elle est là, je pense à ça en permanence. C'est un enfer. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un enfer. J'avais vraiment l'impression d'être en chaleur. Là, je suis dans l'effet contraire, où ma libido, depuis 3-4 mois, elle est pas là. Enfin, globalement, parfois, il y a un petit réveil qui est là en mode « Coucou, le sexe, c'est bien ». Le reste du temps, c'est « me touche pas ».
Et encore, nous, on n'est pas obligé de faire du sexe pour que je tombe enceinte. Donc on n'a pas cette pression que peuvent avoir pour le coup les couples hétéros de se dire il faut qu'on baisse tous les jours pendant la fenêtre d'ovulation pour maximiser nos chances. Nous, on sait que c'était une insémination, c'est fait en labo, on te met un spéculum, on te... Voilà. On t'injecte. On t'injecte, mais voilà. Ok. C'est un peu, voilà, c'est l'aspect, encore une fois, sur lequel j'aurais voulu savoir, mais en même temps, ça paraît assez logique. Parce que quand tu vois à quel point la pilule, par exemple, peut avoir une influence sur ta santé physique et ta santé mentale. Moi, je m'attendais pas à ce que les injections me mettent dans cet état. C'est-à-dire que la première fois, j'ai eu un gros pic de libido. La deuxième fois, j'ai eu une intolérance aux odeurs. C'est-à-dire que vraiment, j'en étais à un stade où il fallait que je sorte du wagon du métro entre chaque station pour reprendre mon souffle et re-respirer. Je me baladais avec un masque, je mettais du camphre sur mes narines et tout parce que les odeurs des gens m'insupportaient. Ok. Je me suis retrouvée à devoir ressortir de resto où j'étais en train de manger parce que sinon j'étais sur le point de vomir. Tu penses que c'est hormonal, ça ? Je pense que c'est hormonal. C'est parce que c'était vraiment timé sur les périodes où je prenais des hormones. J'ai eu la phase qui a beaucoup fait rire mes potes sur ma deuxième tentative d'insémination effective où je pleurais à chaque fois que je voyais une jolie femme dans la rue. C'est trop mignon. C'est très drôle. Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à trouver que les femmes, globalement, sont très jolies. Donc, tu pleurais beaucoup. Donc, je pleurais beaucoup. Je pleurais parce que je voyais une vidéo TikTok mignonne. Je pleurais devant... c'était la période des pubs de Noël. Les pubs de Noël, je pleure. Mais en fait, on dirait un peu des symptômes de grossesse, quoi. On dirait un peu des symptômes de grossesse, et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois, j'y ai aussi un peu cru. J'ai eu un truc totalement différent sur mon dernier round d'injection. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. C'est-à-dire comment ça s'est manifesté? Ça a commencé par des douleurs en permanence. Vraiment, j'avais mal au ventre, mal aux reins, mal au niveau de l'utérus. Faut savoir que moi j'ai un SOPK, donc déjà j'ai des règles qui sont douloureuses à la base. Parfois je fais des kystes qui sont très douloureux aussi. J'avais l'impression de subir ça fois 1000. Donc vraiment j'ai eu une période de 10 jours où j'étais blanche en permanence. Je faisais des malaises vagos. On avait un enregistrement de podcast normalement à ce moment-là, et en fait je suis juste pas venue parce que j'ai fait un malaise dans mes escaliers. Donc voilà. Et après, ça m'a plongée dans un épisode dépressif. Et ça, c'était vraiment pas dans mon bingo. Ça m'a plongée dans un gros épisode dépressif, particulièrement intense, avec des pensées suicidaires. Je sortais plus de chez moi. Et ça, c'était avant de savoir que ça n'avait pas marché. C'était avant de savoir que ça n'avait pas marché. Heureusement, je suis très bien entourée à ce niveau-là. Ma femme est merveilleuse, elle a été très présente pour moi, même si j'étais pas forcément en mesure de verbaliser le fait que j'étais en épisode dépressif. J'ai mon papa qui s'est beaucoup inquiété pour moi, qui m'envoyait des petits messages. J'ai des potes qui étaient là, qui venaient me rendre visite, voilà. C'est là qu'on voit que c'est important d'être très bien entourée aussi. Mais pour moi qui suis quand même une dépressive chronique, normalement les épisodes dépressifs je les vois à peu près arriver. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des crises suicidaires. Et là vraiment c'était vraiment un truc où tous les matins je me réveillais. Moi j'habite au 6e étage, j'ouvre mes volets et je me dis ce serait facile quand même. Et c'est des trucs dont on parle pas normalement. C'est des trucs dont on parle pas, et du coup moi je me suis dit que j'allais le faire parce que c'est quand même important. J'en ai parlé à mes copines, à mes proches, à mes parents, à ma famille, parce que je me dis que si pendant la prochaine PMA je revis la même chose, j'ai besoin que vous soyez au courant pour que vous gardiez un œil sur moi aussi, parce que même si j'ai des pensées suicidaires, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de crever pour autant. Bien sûr. J'ai eu une déclaration d'amitié d'une copine qui m'a dit non mais en fait c'est pas compliqué, la prochaine fois moi je viens chez toi tous les jours s'il faut. Voilà, les copines qui se mobilisent dans ces moments-là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. J'apprécie aussi tous mes potes qui m'ont pas fait le reproche en mode mais tu nous en as pas parlé. Parce qu'en fait juste j'étais pas en état de le dire, et j'étais pas en état de rassurer les gens, surtout à ce moment-là. Donc j'ai vécu mon truc, c'était compliqué, mais j'étais encore au stade où je pouvais le vivre toute seule, le gérer toute seule. Par contre, si j'avais dû en plus rassurer les gens ou subir 15 fois par jour des messages en mode « ça va, t'as envie de mourir aujourd'hui ?» ça aurait été ma 13e raison. Oui. Donc voilà, ça a été... et forcément, quand en plus...
t'as tes règles qui arrivent, tu passes ta prise de sang qui te donne encore un résultat négatif et tu te dis tout ça pour ça. Oui, parce que du coup, on va le faire pour les gens qui savent pas. Donc, tu fais ton round d'injection pour te stimuler. Voilà, t'as l'insémination. Tu es inséminé et ensuite, il se passe 2 semaines où tu dois prendre de la progestérone qui a aussi beaucoup d'impact sur plein d'aspects. Moi, ça me donne des nausées, par exemple. C'est pour ça que la première fois, j'ai cru que j'étais enceinte, vraiment. Parce que j'avais des nausées en permanence, je passais mon temps à vomir. Donc, c'est 2 semaines d'attente. Donc, c'est 2 semaines d'attente où tu guettes un petit peu le moindre symptôme. Et les symptômes de grossesse, on les connaît. Donc, du coup, t'es en train de dire est-ce que j'ai mal au sein parce que je vais avoir mes règles ou parce que je suis enceinte? Est-ce que j'ai des nausées parce que j'ai chopé la gastro parce que je suis enceinte? Oui, puis plus les hormones qui viennent te fucker un peu toutes tes sensations. Oui, bien sûr. Et puis, t'as un peu cet espoir. En plus, à chaque fois, tu te dis normalement, t'as à peu près une chance sur 3 de tomber enceinte lors d'une insémination. C'est ma 3e, c'est bon, c'est mon tour. Et à côté de ça, forcément, t'as les réseaux sociaux et leur algorithme tout pété qui te montrent que des vidéos de meufs qui font des trucs en mode après 4 ans d'infertilité, ça y est, je suis enceinte. Oh. Et t'as envie de te réjouir pour elles parce que tu traverses la même chose. Et sauf que toi, ça t'arrive pas. Oui, mais toi, techniquement, t'es pas infertile. Moi, je suis pas infertile, mais il n'empêche que j'arrive pas à tomber enceinte non plus. Et que quand c'est quelque chose que tu veux et que tu attends, t'es dans cet espace mental un petit peu bizarre où t'as envie de te réjouir pour toutes les personnes qui t'annoncent leur grossesse, voilà. Même pour des inconnus qui traversent des problèmes de fertilité, qui arrivent à tomber enceinte. Mais t'as aussi ce truc où tu te dis et moi, c'est quand ? Et ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans les discours de personnes qui ont été confrontées à des problèmes de fertilité, dans les livres, les choses comme ça. Moi, je sais que ce qui m'a apporté le plus gros coup au moral, et pour le coup, c'est vraiment pas leur faute, c'est un couple d'influenceuses suédoises que je suis, ou norvégiennes, je sais plus. Julie et Camilla, si vous êtes lesbiennes, vous les connaissez probablement sur TikTok, qui ont commencé leur parcours de fertilité en même temps que moi il y a 3 ans. Elles ont 3 enfants. Waouh. Après, c'est très efficace, hein. Oui. Et puis elles sont 2, donc elles peuvent porter chacune leur cours. Il y a ça aussi. Mais elles en ont eu 3 quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, puis là, mais j'imagine que les publications, c'est que des trucs de famille, voilà. Oui. Toi, du coup, il y a un autre truc aussi, c'est que tu peux pas faire des PMA indéfiniment. Non. Parce que vous avez un nombre de gamètes. C'est ça, on a un nombre de gamètes qui est limité parce que maintenant ma femme est stérile depuis qu'elle a fait son changement hormonal. Donc du coup c'est pour ça, là on a fait 3 tentatives d'insémination. Théoriquement maintenant on va passer sur une FIV, donc ça veut dire un traitement où ils vont encore une fois me blinder d'hormones. Ils vont me faire une anesthésie, me prélever des ovocytes, faire leur tambouille en limbo et ensuite ils remettent tout au four. Mais des ovocytes qui ont été fertilisés voilà, donc en fait du coup il y a une certitude qu'en tout cas le truc s'est lancé. Ça veut pas dire que ça marche à chaque fois. Ça veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais ça veut dire qu'il y a quand même plus de chances que ça fonctionne. Donc ça c'est la prochaine étape, et ça c'est un truc qui était absolument pas dans mon bingo non plus de la PMA, c'est que je suis pas sûre de le faire. Pourquoi ? Parce que le traitement là ces derniers mois, je me dis ça fait 3 ans que j'ai commencé. Le traitement a été tellement difficile à gérer d'un point de vue physique et psychologique. Ça me fait faire des variations de poids énormes. Sur mon dernier round de PMA, j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Parce que j'arrivais plus à manger, que je faisais des nausées, des choses comme ça. Ça fait que j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit, est-ce que tout ce que j'inflige à mon corps et à mon esprit surpasse mon désir d'enfant. Donc du coup, c'est des discussions qu'on a beaucoup avec ma femme, qui en plus, elle doit se faire opérer bientôt, donc on sait que ça va nous mettre... comme elle va avoir une convalescence, moi je veux pas être enceinte ou en train de m'injecter des trucs qui me rendent malade pendant qu'elle est en convalescence, et qu'elle va avoir besoin que je sois là pour assurer... pour être là pour elle, tout simplement. Comme elle a été là pour moi pendant les rounds de PMA. Et du coup, on s'était dit qu'on allait faire potentiellement une petite pause jusqu'à septembre. Le problème, c'est que d'un côté, on a aussi ce truc d'horloge biologique, de se dire si on le fait pas maintenant, est-ce qu'on va regretter ? On a tous nos potes qui sont au courant qu'on fait une PMA et que du coup, ça veut dire annoncer à tout le monde, en fait, on a changé d'avis. C'est les réflexions culpabilisantes de certaines personnes très proches qui m'ont dit oui, enfin bon, c'est quand même dommage de pas avoir d'enfant juste parce que ça te met pas bien pendant quelques semaines.
Et ça, c'est facile à dire quand c'est pas vous qui avez envie de vous jeter du 6e étage toutes les 2 heures, tu vois. Ouais. Et puis c'est terrible parce que du coup, là, on est en train de parler de moi et de moi, ce que tu racontes est extrêmement violent. On imagine à vivre. Et donc, du coup, tu vois, je pense que, ça me viendrait pas à l'esprit de te dire, si près du but, voilà. Sachant qu'en plus, il y a aucune certitude, encore une fois, donc faut beaucoup d'espoir. J'ai une personne de ma famille qui m'a traité d'égoïste quand je lui ai dit que j'envisageais d'arrêter la PMA. Et j'étais là en mode, mais en quoi c'est ton problème en fait, c'est pas tes gosses. Je pense que j'ai deviné qui c'est. Voilà. c'est exactement la personne à qui tu penses, voilà. Mais bon, du coup, c'est une catastrophe, quoi. Et est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir, que dans quelques années, potentiellement, parce que t'es encore jeune, potentiellement vous y remettre, est-ce qu'il y a un moment où t'auras plus le droit de réessayer? Et écoute, à partir de 40 ans, ça devient compliqué. Okay. Moi, je viens d'en avoir 36. Et du coup, là, notre plan, c'était de se dire, on se donne jusqu'à septembre, on réfléchit, on voit s'il va y avoir des changements à faire. Sauf qu'entre-temps, j'ai reçu un courrier de ma gynéco, parce que comme... C'est aussi un autre truc que je ne savais pas sur la PMA, c'est que comme on change de mode de conception, on passe d'une insémination à une FIV, il fallait que notre dossier repasse devant un comité d'éthique. Oui, parce que il faut d'abord être validé par un comité au départ. Voilà. Généralement, les dossiers sont validés. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'ils virent la moitié des dossiers ou est-ce qu'en majorité, ils passent? Ils font en fonction de... par exemple, moi, ils m'ont demandé mes antécédents médicaux. S'il y avait des cas de crise cardiaque, de cancer, de Parkinson, Alzheimer, etc., etc. Donc du coup, je sais pas si ça peut être des... Je sais pas si moi c'est vraiment juste ma curiosité, mais ils jugent pas sur des critères sociaux, ils jugent pas sur des... Non, pas que je sache, parce que moi ils m'ont demandé aucun plafond de ressources, ils m'ont pas demandé si j'étais au chômage ou si j'étais employée, ils m'ont demandé quel était votre travail, j'aurais pu... voilà. Donc du coup, non, les critères sociaux, a priori, c'est pas une question. Surtout qu'à part l'acte notarié, c'est sous ALD, la PMA, donc on n'a aucun frais médical à avancer. Tout est pris en charge par la Sécu quand on le fait dans le public. Sinon, sauf les trucs que tu dois faire en dehors. Sauf les trucs que tu dois faire en dehors chez le notaire. Mais tous les autres, les prises de sang, les échographies, tout ça, tout est pris en charge. Mais du coup, donc là, j'ai reçu un courrier de ma gynéco qui me dit, grosso modo, appelez-nous la prochaine fois que vous avez vos règles et on fait le prélèvement d'ovocytes. Enfin, vous reprenez un traitement, on fait le prélèvement d'ovocytes. Parce que du coup, ils t'ont prélevé à chaque fois et ils t'ont pas fait un stock d'ovocytes. Non, parce qu'ils m'ont jamais prélevé d'ovocytes pour l'instant. Parce que j'ai pas fait de FIV. D'accord. Comme ils m'ont fait des inséminations, ils m'ont juste injecté du sperme, grosso modo, enfin en tout cas les gamètes de mon épouse directement dans le col de l'utérus. Après, l'avantage, c'est que du coup, une fois que t'as fait un prélèvement, t'es un peu tranquille pour les autres fois. C'est ça. Donc là, en gros, mon objectif, c'est de faire ma conservation d'ovocytes. Comme ça, ils sont là. Et si je veux le faire maintenant, je peux le faire maintenant. Et si je veux attendre plus tard, le temps que mon corps et mon esprit se reposent, je peux aussi. Ok. Et après, il reste d'autres alternatives. Voilà, et après, il reste d'autres alternatives. On a commencé à réfléchir avec ma compagne, avec ma femme pour l'adoption. Même si on a conscience que déjà adopter en France, c'est compliqué. Adopter quand tu es 2 femmes, ça l'est encore plus. Adopter quand tu es une femme cis et une femme trans, ça l'est encore plus. Et un donneur, non ? Donneur, ça changerait rien parce que... En gros, ça voudrait dire refaire tout le processus de PMA, trouver un donneur qui est compatible génétiquement. Ah, tu peux pas passer directement par la case FIV ? Tu dois recommencer par... Si, tu peux passer par la case FIV, je crois. Mais en gros, si on change de... Enfin, si on... Là, la FIV, je vais en faire 1 ou 2, je pense. Peut-être 3 grand maximum. Et si ça marche pas, on touche du bois pour que ça marche avant que t'en fasses 4 milliards, mais oui. Mais voilà, l'idée, c'est pas... Parce qu'en soi, je m'en fous que mon enfant, il ait mes gènes, les gènes de ma femme, etc., etc. C'est vraiment pas une question de ça. On aurait pu très bien faire une PMA avec un donneur, mais le processus est encore plus long. Ok. Surtout que y a pas assez de donneurs en France. Donc... Ouais, c'est vrai que moi, les cas que je connais, c'est beaucoup de gens qui ont été chercher des donneurs à l'étranger. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, il y a encore moins de personnes qui donnent leurs ovocytes, d'ailleurs. Donc si jamais vous avez l'état de santé qui est pour et que vous avez envie de donner vos ovocytes, ça aiderait plein de couples de femmes. Alors notez-le, il y a une limite d'âge, parce que moi je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des femmes qui disent vraiment j'aurais voulu. En général, c'est un truc que tu te dis après 35 ans. Oui, et je crois que dis j'aurais voulu faire, et en vrai c'est la limite. Je crois que c'est 36 aussi. C'est 36 la limite. Donc du coup, posez-vous la question avant, faites-le quand vous êtes jeune. Moi je regrette de pas l'avoir fait. En vrai, j'ai eu mes enfants
là, donc je sais que ça fonctionne chez moi. J'aurais vraiment voulu le faire, mais j'étais pas au courant de ces trucs-là aussi avant. Donc on vous le dit, c'est possible de donner ses ovocytes. En France, c'est régi quand même par la loi, donc en fait, du coup, tu ne gagnes pas d'argent à le faire. Il y a plein de trucs. Je crois que c'est anonyme. C'est anonyme. Comme les donneurs de sperme d'ailleurs aussi. Donc du coup, vraiment, posez-vous la question si vous avez moins de 35 ans et en vrai, faites-le. Moi, j'ai des amis qui le font et j'ai jamais été aussi admiratif. C'est un peu intense parce que du coup, voilà, vous avez le traitement médical à avoir, vous avez l'anesthésie, donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin. C'est pas comme donner son sperme. Hein, clairement, vous pouvez pas juste aller vous masturber dans une salle et c'est réglé. Donner ses ovocytes, c'est un vrai parcours avec un vrai accompagnement. C'est un vrai acte d'abnégation aussi. Mais c'est vrai que si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire. Et puis du coup, souvent, vous pouvez en profiter pour faire congeler vos ovocytes, puisque vous pouvez en mettre une partie dans la congélation de vos propres ovocytes. Oui. Ce qui est un truc aussi bon à savoir. Si tu veux pas faire que juste le geste altruiste et formidable de juste donner, tu peux aussi en profiter, toi, pour congeler, ce qui est quand même pas mal, quoi. Je pense qu'à partir de la trentaine, en vrai, quand t'as la maturité pour supporter ce que tu dis, ce parcours qui est quand même très dur, du coup, moi, moi, c'est un de mes grands regrets, en vrai, de pas l'avoir fait. Quand je vois à quel point tout le monde galère, je me dis, c'est pareil. Là, pour le coup, en dehors de la question psychologique, là, t'as beaucoup moins d'affect sur ce process. Donc, je pense que c'est quand même plus facile à faire que quand c'est pour toi, quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Faites-le, renseignez-vous. Voilà, je pense que moi, de mon côté, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais envie de tout ce que j'aurais voulu savoir, en tout cas, sur la PMA. Je sais pas si toi, t'as des questions encore par rapport à tout ça. J'en ai posé plein. Oui. Mais pardon. Non, mais si jamais il y avait un autre truc que j'avais pas évoqué. Ouais, alors moi j'ai une question, mais elle est pas là pour répondre, mais je pense que tu peux répondre pour elle. Comment ça va Mathilde du coup par rapport à ça? Ça a été très compliqué pour elle aussi parce que même si elle a fait sa part entre guillemets, c'est-à-dire sa propre conservation, c'est compliqué quand tu vois la femme que t'aimes subir le traitement. C'est compliqué de la voir mal physiquement, mal mentalement. Et puis les échecs sont durs. Les échecs sont durs pour elle aussi. Bizarrement, je pense que les premiers échecs, elle les a même vécus plus mal que moi. Alors qu'à la base, elle était même pas sûre de vouloir avoir des enfants avant de me rencontrer. Donc du coup, on a la chance d'être extrêmement solidaires l'une de l'autre et de vraiment s'écouter là-dessus. Et elle m'a toujours dit que si je voulais arrêter, c'était mon choix. Si je voulais continuer, c'était mon choix, qu'elle serait là pour me soutenir dans tous les cas. Elle m'accompagne pas aux rendez-vous médicaux le matin où je dois aller faire mes échographies, des trucs comme ça. C'est un choix de ma part parce que ma femme est une pipelette et qu'à 6h du matin, moi, j'ai pas l'énergie de lui faire la conversation. Mais elle a été là pour me tenir la main sur les examens douloureux. Elle a été là pour me tenir la main sur les inséminations, pour les tests de grossesse négatifs, pour les prises de sang négatives, les coups de mou, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai la chance d'avoir une épouse merveilleuse. Donc voilà, c'est difficile pour elle aussi, forcément. Mais on se soutient l'une et l'autre. Et encore une fois, on a un entourage qui est absolument merveilleux. Et voilà, tu vois, on dit souvent que c'est le moment où j'ai pleuré. Oh. Prends le temps de respirer. Vas-y. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant et que le soutien, il est essentiel sur les premiers mois de la grossesse, pendant la maternité, les premières années de l'enfant, etc., etc. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait un village pour la PMA. Et ça, c'est vraiment important. Et t'en fais partie. Mais oui. Donc... Mais je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire vraiment. Il y a plein de couples qui se déchirent parce qu'ils se lancent là-dedans sans être entourés correctement. Et nous, c'était notre limite. On s'est dit à partir du moment où ça nuit à notre couple, on arrête. Ouais, je pense que c'est pas mal. Parce que notre couple, il est réel, il existe actuellement et il est plus important qu'un désir de maternité. Et en vrai, il y a un village déjà. Voilà. Et on sera là pour toutes les étapes de tout ça, pour la suite. Et puis, il n'est pas question, encore une fois, de se foutre la pression et de penser que les gens jugent et que les là. Il y a que les personnes qui vivent qui savent. C'est important de le dire aussi. Voilà pour cet épisode qui est un peu riche en émotions. Moi, c'était ma petite séance de thérapie. C'est marrant parce qu'on a commencé en disant à notre producteur, t'inquiète, 20 minutes, c'est réglé.
Et en fait... c'est un vaste sujet. Il y a plein de trucs. Pareil, si vous avez des questions, je pense, tu peux y répondre. N'hésitez pas, notamment si vous êtes un couple avec une femme cis et une femme trans, on a tout un dossier qui est préparé avec une liste de soignants qui sont safe, qui sont pas transphobes, où vous pouvez aller sans avoir le moindre risque de problème, de transphobie, de quoi que ce soit. De notre notaire qui a dit qu'elle se tenait à disposition pour les actes de filiation, les choses comme ça. Maintenant qu'elle sait. Nous, on sait comment ça fonctionne, donc on propose de l'accompagnement aussi avec ma femme. On a conscience à quel point c'est difficile. On s'est dit, quitte à essuyer les plâtres, autant que ça serve à un maximum de gens. Donc on sait qu'on va filer toutes les informations à des associations, à des choses comme ça. Mais vraiment, si vous êtes dans ces cas-là, et on a déjà eu plusieurs personnes qui nous ont contactés d'ailleurs, envoyez-nous des messages, on vous aidera avec plaisir, et on se soutiendra sur tout ça parce que c'est nous qui sommes en train de faire la nouvelle génération d'adultes qui vont avoir des pensées plus inclusives parce qu'ils auront des parents queer. Et c'est important de faire ça pendant qu'on a encore le droit de le faire aussi parce qu'on sait pas de quoi est fait l'avenir. Je pense que c'est important de le dire aussi, c'est possible. Voilà, et c'est possible. Encore possible. Et on a le droit. Et si vous êtes un couple queer qui essayait d'avoir un enfant, nous on a eu droit à des réflexions. On nous a dit qu'on faisait du roleplay hétéro. On nous a dit. Tu te prends des bâches de partout, quoi. C'est infernal. Vraiment, on nous a dit à quoi ça sert de casser les normes du genre et du couple hétérosexuel si c'est pour finir avec une famille. C'est quoi la prochaine étape? Vos enfants, ils vont faire du catéchisme et les scouts. Enfin, vraiment, on a eu des réflexions de la part de personnes qu'on pensait proches qui ont été ignobles. On a vraiment fait du tri dans notre entourage aussi avec tout ça. En fait, oui, on a aussi le droit d'avoir des enfants. On a aussi le droit d'en vouloir. On a le droit de pas en vouloir. On va pas laisser que les fachos faire des enfants, merde. On a le droit d'en vouloir et d'arrêter parce que c'est trop dur psychologiquement aussi. Dieu sait que c'est difficile à accepter parce que c'est les questions que je me pose en ce moment, mais voilà. Donc voilà, tous les questionnements sont ok à ce niveau-là. Et si on peut vous aider avec notre expérience, on le fera avec plaisir. Et sur ces belles paroles, on va conclure cet épisode avant que je me remette à pleurer. On vous rappelle que Laetitia et Lucille présentent la PMA pour les nuls. est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours, enregistré chez Madame Chat, qu'on retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci de votre soutien encore une fois, parce que je sais que j'ai aussi des auditrices du podcast qui traversent la même chose en ce moment. Les filles, on est ensemble. C'est ça. Voilà. Mettez-nous des pouces et des commentaires et on vous en met aussi de façon virtuelle sur votre parcours de PMA. Bonne chance à toutes et on vous embrasse et on se dit à bientôt. À très vite.